Jake Morrison époussetait la sueur de son front après sa course matinale sur la piste de l'académie. La gravité artificielle donnait l'impression que tout était normal, mais il savait que les autres étudiants le prenaient pour un fou à courir autant. Autour de lui, des cadets extraterrestres s'exerçaient avec précaution, beaucoup portant des combinaisons spéciales ou respirant des gaz différents. L'académie militaire zéphirienne flottait dans l'espace, telle une gigantesque fleur métallique. C'était la meilleure école militaire de la galaxie, où seuls les étudiants les plus forts et les plus brillants venaient apprendre. Jake se sentait chanceux d'y être, même si tout le monde semblait avoir peur de lui. « Revoilà l'humain !» chuchotaient des cliquetis. Une étudiante Kilani, aux yeux d'insecte, suivait les mouvements de Jake. Comment peut-il se déplacer si vite sans protection? Son amie Zara, une grande voraque faite de cristal vivant, affichait des couleurs inquiètes sur son corps. J'ai entendu dire que les humains viennent d'une planète mortelle. Tout là-bas essaie de les tuer. Jake entendait les chuchotements, mais n'y prêtait pas attention. Il s'y était habitué au cours des 3 derniers mois. À son arrivée, les autres étudiants ne voulaient même pas s'asseoir près de lui à la cafétéria. Il pensait qu'il pourrait exploser ou émettre du poison ou quelque chose du genre. Les couloirs de l'académie étaient larges et lumineux, conçus pour de nombreux types d'êtres différents. Certains étudiants flottaient dans des réservoirs spéciaux remplis de gaz. D'autres marchaient sur plusieurs pattes ou rampèrent sur le sol. Jake marchait simplement de manière normale, ce qui, d'une certaine manière, le faisait ressortir encore plus. Lors de son premier cours de la journée, Histoire galactique, le professeur Nuage de méthane flottait au-dessus des étudiants dans sa combinaison de confinement. L'enseignant Neffray parlait via un boîtier vocal qui rendait ses mots creux et lointains. Aujourd'hui, nous étudions le grand traité de paix du secteur 7, annonça le professeur Nuage de méthane. Ce traité a mis fin à la pire guerre de l'histoire galactique. Des milliards sont morts avant que les combats ne cessent. Jake leva la main. Qu'est-ce qui a déclenché la guerre, professeur? Les étudiants extraterrestres se tournèrent vers lui. Il semblait toujours surpris lorsqu'il parlait. Un conflit territorial pour les droits d'eau, répondit le professeur. L'Empire Zultar et l'Alliance cristalline revendiquaient tous deux les mêmes planètes riches en eau. Les combats ont duré 300 ans. 300 ans pour de l'eau? Demanda Jake. Ne pouvaient-ils pas simplement la partager ou en trouver plus? La classe devint silencieuse. Plusieurs étudiants firent des bruits choqués. Quelques-uns reculèrent, même de Jake. Partager de l'eau? Piailla Pip, une petite créature poilue de la 4e lune d'Alter. L'eau est une mort liquide. Elle brûle le métal et détruit tout ce qu'elle touche. Jake cligna des yeux. Non, ce n'est pas vrai. Nous buvons de l'eau tous les jours sur Terre. J'en ai bu au petit déjeuner. Toute la classe halta. La combinaison de confinement du professeur Nuage de méthane se mit à émettre des signaux d'alarme. Vous consommez volontairement le liquide brûlant? Demanda le professeur, la voix tremblante. Bien sûr, dit Jake en haussant les épaules. Nous en avons besoin pour vivre. Nous nageons dedans pour le plaisir aussi. 3 étudiants s'évanouirent. Click se mit à produire des sons de clics rapides qui, Jake l'avait appris, signifiaient une détresse extrême. Sarah devint complètement blanche, ce qui était apparemment très mauvais pour un avorac. Classe terminée, annonça rapidement le professeur Nuage de méthane. Équipe médicale au local 7 immédiatement. Jake ramassa ses livres, confus par ce qu'il avait mal dit. Cela arrivait souvent. Il mentionnait quelque chose de normal de la Terre, et tout le monde paniquait. Au déjeuner, Jake s'assit seul, comme d'habitude. Son plateau repas contenait des aliments que le personnel de cuisine préparait spécialement pour lui. Les autres étudiants avaient trop peur de manger dans la même pièce lorsqu'ils mangeaient de la nourriture terrestre. La semaine dernière, il avait demandé de la sauce piquante, et ils avaient évacué toute la cafétéria. Amy Foster, une autre étudiante humaine, s'assit en face de lui. Elle s'entraînait pour être médecin et semblait toujours calme en toutes circonstances. « Matin difficile ?» demanda-t-elle en ouvrant son propre déjeuner. « Je crois que j'ai encore fait peur à tout le monde, » dit Jake. « J'ai juste mentionné boire de l'eau. » Amy rit. « Hier en cours de médecine, je leur ai parlé de l'aspirine.
3 instructeurs ont dû s'allonger. Pete Collins les rejoignit, portant ses livres d'ingénierie. « Qu'avez-vous fait tous les deux maintenant ?»« Jake a mentionné l'eau, » dit Amy. « Oh non, » sourit Pete. « Vous vous souvenez quand Steve leur a parlé des piscines? Ils pensaient qu'il décrivait une sorte de chambre de torture. » Steve Warner apparut à leur table, portant toujours sa combinaison d'entraînement de pilote. « On reparle de l'incident de la piscine? J'ai encore des regards bizarres des instructeurs de vol. » Les 4 humains mangèrent leur déjeuner pendant que les autres étudiants les observèrent de loin. Jake remarqua les extraterrestres chuchoter et pointer du doigt. Mais il ne s'en souciait plus. Sa grand-mère disait que les gens parlaient toujours des choses qu'ils ne comprenaient pas. Après le déjeuner, Jake se rendit à l'entraînement au combat. C'était son cours préféré car il pouvait enfin faire quelque chose de physique. L'instructeur, le sergent Razor Mao, était un draconien robuste avec des écailles et des dents acérées. « Aujourd'hui, nous allons pratiquer des scénarios de survie, » annonça le sergent Razor Mao, sa voix ressemblant à des roches qui s'entrechoquent. « Vous affronterez des prédateurs simulés de diverses planètes mortelles. » Les autres étudiants semblaient nerveux. L'entraînement au combat était toujours dangereux, même avec les systèmes de sécurité. Le premier scénario les plaça dans une jungle avec de grands félins prédateurs. Les étudiants extraterrestres travaillèrent ensemble, utilisant des boucliers et des armes énergétiques pour rester en sécurité. Ils se déplaçaient lentement et avec précaution, cherchant les menaces. Jake traversa la jungle comme s'il se promenait dans un parc lorsqu'un prédateur simulé lui sauta dessus. Il s'écarta et le saisit par le cou. La créature holographique disparut lorsqu'il appliqua une pression au bon endroit. « Comment saviez-vous faire ça ?» demanda Venner, un étudiant loupien ressemblant à un loup. « Mon oncle Rick m'a parlé des grands félins quand j'avais 12 ans, » dit Jake. « Ils ont tous les mêmes points faibles. » Le sergent Razor Mao observait avec intérêt. « Et où cet oncle a-t-il appris de telles connaissances ?»« Il travaillait dans un zoo, » dit Jake. « Le week-end, nous allions camper dans des endroits où il y avait des ours et des pumas. Vous savez, pour le plaisir. » Les yeux du sergent s'agrandirent. Plusieurs étudiants firent des bruits effrayés. Le scénario suivant était un désert avec des créatures serpents venimeuses. Encore une fois, les autres étudiants utilisèrent un équipement de haute technologie et des tactiques prudentes. Jake se contenta de marcher, écartant occasionnellement les serpents avec un bâton qu'il avait trouvé. « Ne sont-ils pas dangereux ?» demanda Zara, son corps cristallin affichant des couleurs nerveuses. « Bien sûr, mais il suffit de faire attention où on met les pieds, » dit Jake. « Mon cousin Danny s'est fait mordre par un serpent à sonnette une fois. Il a juste marché jusqu'à l'hôpital et a reçu une injection. Ça a fait une bonne histoire plus tard. » À la fin du cours, le sergent Razor Mao prenait des notes sur sa tablette et secouait la tête. Les autres étudiants regardaient Jake comme s'il était une sorte de monstre ou de super-héros. Ils ne pouvaient pas dire lequel. En retournant à sa chambre de dortoir, Jake croisa des groupes d'étudiants extraterrestres qui cessèrent de parler lorsqu'ils le virent. Il entendit des mots comme « impossible »,« survivant de monde mortel » et « probablement dangereux ». Jake se contenta de sourire et de saluer. Demain serait un autre jour à l'académie. Et il commençait en fait à apprécier à quel point tout le monde trouvait sa vie normale intéressante. S'ils pensèrent que boire de l'eau était incroyable. Qu'attendent-ils d'apprendre sur les montagnes russes? L'alarme retentit à 0347 heure du vaisseau. Des lumières rouges clignotaient dans tous les couloirs alors que le son perçant résonnait sur les parois métalliques. Jake se réveilla immédiatement, son entraînement militaire se déclenchant avant que son esprit ne soit pleinement éveillé. Son colocataire, un Kolani nommé Buzz, était déjà pressé contre le mur lointain de leur chambre partagée. Les nombreux yeux de l'alien insectoïde virevoltèrent de panique, tandis que sa respiration créait un cliquetis aigu. « Protocole d'urgence activé », annonça la voix de l'ordinateur. Tous les étudiants et le personnel rejoignaient immédiatement les zones de sécurité désignées. Ceci n'est pas un exercice. Jake s'assit et attrapa son uniforme. « Qu'est-ce que tu crois que c'est? Un problème de moteur ?» Buzz émit un chuchotement horrifié. « Tu n'as pas entendu le code d'annonce? Menace de niveau 9.
Ça veut dire… Il fit une pause, sa voix tombant à un murmure. La griffe d'ombre est là. La griffe de quoi maintenant? Demanda Jake, enfilant ses bottes. La griffe d'ombre, répéta Buzz, sa voix montant en un couinement. Le plus dangereux assassin de la galaxie. Il a tué des rois et détruit des familles entières. Il peut traverser les murs et devenir invisible. Jake finit de s'habiller et vérifia son apparence dans le miroir. Ça ressemble à un problème pour la sécurité. Dans le couloir, le chaos régnait. Des étudiants couraient dans toutes les directions, certains portant des sacs d'urgence qu'ils devaient garder prêts. D'autres s'étaient déjà enfermés dans leur chambre et refusaient d'en sortir. Click passa à toute vitesse devant Jake, ses 6 pattes bougeant si vite qu'elles semblaient en flou. Derrière elle, 3 étudiants Vortak se déplaçaient ensemble en groupe serré, leurs corps en cristal affichant des motifs rapides de rouge et d'orange que Jake avait appris à associer à un danger extrême. Près de l'intersection du couloir principal, le professeur Nuage de Méthane flottait dans sa combinaison de confinement, en essayant de compter les étudiants. Son calme habituel avait disparu, remplacé par des mouvements frénétiques alors qu'il consultait sa liste encore et encore. « Tous les étudiants Nefré au local sécurisé 7, cria-t-il. Les étudiants Kéani au local sécurisé 3, les humains où… Il fit une pause, consultant sa tablette. Où les humains sont-ils censés aller pendant une alerte de niveau 9 ? Nous pouvons aller là où vous avez besoin de nous, dit Jake, s'approchant du professeur. Non, 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 dit rapidement le professeur Nuage de Méthane. Vous devez aller quelque part, en sécurité. La griffe d'ombre tue sans pitié. Elle a éliminé la famille royale de 3 planètes différentes. Jake hocha poliment la tête. Je vais me diriger vers la cafétéria alors. J'ai raté le dîner plus tôt. La combinaison de confinement du professeur se remit à émettre des alarmes. La cafétéria n'est pas une zone sécurisée. Je sais, dit Jake, mais j'ai faim et la cafétéria a de bons sandwichs. Avant que le professeur Nuage de Méthane ne puisse répondre, Jake partit. Derrière lui, il entendit le professeur appeler une assistance médicale pour lui-même. La cafétéria était vide, à l'exception des distributeurs automatiques de nourriture. Jake se préparait un sandwich garni d'ingrédients qui, sans doute, enverraient la plupart des étudiants extraterrestres à l'infirmerie. Des piments forts, une moutarde piquante et un fromage vieilli comme l'aimait son grand-père. Il venait d'en prendre sa première bouchée lorsque Amy Foster entra. Malgré les lumières rouges clignotantes et les alarmes hurlantes, elle réagissait avec un calme déconcertant. « Je me doutais que je te trouverais ici », dit-elle en préparant son propre sandwich. Steve et Pete sont dans la salle de jeu, aux cartes. Ils ont dit que l'éclairage d'urgence rendait le jeu difficile. « C'est quoi ce truc, griffe-ombre, qui fait paniquer tout le monde ?» demanda Jake. Amy s'assit en face de lui. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une sorte de super assassin. Apparemment, il peut traverser la matière solide, et ses griffes sont enduites d'un poison paralysant. Les autres étudiants pensent qu'il est quasiment inarrêtable. « Hein ?» dit Jake, reprenant une bouchée. « On dirait un truc de film d'horreur, non ? J'ai essayé de calmer ma colocataire en lui parlant de films d'horreur, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Elle est convaincue que les humains aiment être terrifiés pour le plaisir. » 20 minutes plus tard, Pete Collins et Steve Warner les trouvèrent. La cafétéria était toujours vide, à l'exception des 4 humains qui jouaient maintenant à un jeu de cartes que Pete leur avait appris. « La sécurité est en pleine effervescence », rapporta Steve. « Ils ont des équipes avec des armes énergétiques qui fouillent en chaque pont. Le chef de la sécurité, un type avec 9 griffes, coordonne tout depuis le pont principal. »« 9 griffes ?» demanda Jake. « Ça fait beaucoup. » « Son espèce développe plus de griffes en vieillissant, » expliqua Pete. « Zentar Nineclaws est censé être ancien et sage, et aussi très coriace au combat. »« S'il est si coriace, pourquoi tout le monde a-t-il encore peur ?» demanda Amy. Steve haussa les épaules. « Selon les rumeurs, cette griffe ombre a tué des gens bien plus résistants que Zentar. Elle a même éliminé une base militaire entière, sans que personne ne l'ait jamais vue.
Les lumières vacillèrent, et, un instant, l'alarme se tut, puis elles reprirent, plus fortes qu'auparavant. Brèche dans la section 12, annonça l'ordinateur. Tout le personnel est prié d'éviter la section 12. Menace létale confirmée. C'est 3 ponts au-dessus d'ici, dit Pete, levant les yeux au plafond. Jake termina son sandwich et se leva. Je devrais probablement aller chercher mon manuel dans ma chambre. Nous avons ce grand examen demain en classe de coexistence pacifique. Ta chambre est dans la section 12, fit remarquer Amy. Je sais. Ses 3 amis le fixèrent. Steve fut le premier à parler. Jake, tu n'as pas entendu l'annonce. Il y a une menace létale dans la section 12. Je l'ai entendu, dit Jake. Mais j'ai vraiment besoin de ce manuel. L'examen représente 30% de notre note. L'assassin pourrait te tuer, dit Pete lentement, comme s'il parlait à un enfant. Jake y réfléchit. Il pourrait aussi ne pas me tuer, mais je raterai certainement l'examen si je n'étudie pas. Amy secoua la tête. C'est la logique la plus humaine que j'ai jamais entendue. Merci, dit Jake, ne comprenant pas pourquoi c'était censé être une mauvaise chose. Il quitta la salle à manger et se dirigea vers les ascenseurs. Les couloirs étaient désormais complètement vides, les portes d'urgence scellant des sections du vaisseau. Les seuls sons étaient les alarmes et le bourdonnement des systèmes de support de vie. À l'ascenseur, Jake appuya sur le bouton et attendit. Les portes s'ouvrirent immédiatement, comme si l'ascenseur l'attendait. À l'intérieur, il pressa le bouton du pont 12. L'ascenseur commença à monter avec son mouvement fluide habituel. « Êtes-vous sûr de cette destination ?» demanda l'ordinateur. « Il y a une menace confirmée sur le pont 12. »« Je suis sûr, » dit Jake. « J'ai juste besoin de prendre un livre. »« Très bien. Veuillez noter que les services d'urgence ne peuvent en garantir un temps de réponse au pont 12 pour le moment. »« C'est bon, » dit Jake. « Je serai rapide. » L'ascenseur atteignit le pont 12 et les portes s'ouvrirent. Le couloir au-delà était sombre, à l'exception de l'éclairage d'urgence. Les lumières blanches normales avaient été éteintes, ne laissant que la lueur rouge du système d'alerte. Jake sortit de l'ascenseur et commença à marcher vers sa chambre. Ses pas résonnaient dans le couloir vide, se mêlant au son lointain des alarmes. Il était à mi-chemin de sa chambre lorsqu'il entendit autre chose. Un léger grattement, comme des griffes sur du métal. Il semblait provenir de l'intérieur des murs. Jake s'arrêta et écouta attentivement. Le grattement se déplaçait le long du mur, suivant le couloir. Quoi que ce soit qui produisait ce son était définitivement dans le système de ventilation. Intéressant, se dit Jake en continuant de marcher vers sa chambre. Le grattement le suivait. La commandante Lisa Brooke se tenait au centre de la sécurité principale, observant les écrans qui affichaient l'académie sous tous les angles. Zentar Nimeklaus faisait les 100 pas derrière elle, ses multiples bras manipulant différents panneaux de contrôle, tandis que ses yeux anciens traquaient les mouvements sur des dizaines d'écrans. « Secteur 7 dégagé !» rapporta une équipe de sécurité via le système de communication. « Nous nous dirigeons vers le secteur 8, pas de contact dans les ponts inférieurs », ajouta une autre voix. « Quoi que ce soit, ça reste dans les niveaux supérieurs. » Lisa étudia l'affichage tactique. Des points rouges montraient où les équipes de sécurité cherchaient. Des points verts marquèrent les zones sûres, où les étudiants et le personnel attendaient. Des points jaunes indiquaient les zones où la menace pourrait se cacher. « Cette créature est intelligente, » dit Zentar Neufclaw, sa voix rauque emplie à la fois de respect et d'inquiétude. « Elle se déplace dans notre vaisseau comme si elle connaissait chaque couloir et chaque conduit de ventilation. »« Comment est-ce possible ?» demanda Lisa. « Le plan de l'Académie est une information classifiée. La griffe ombre nous étudie depuis des semaines, peut-être des mois, répondit Zentar. Elle apprend les habitudes de ses cibles avant de frapper. C'est pourquoi elle n'a jamais échoué. Sur les écrans, Lisa pouvait voir ses étudiants humains dispersés dans l'académie. Steve Warner et Pete Collins étaient dans la salle de récréation 4, jouant apparemment à une sorte de jeu de cartes. Amy Foster était à l'infirmerie, aidant à soigner les étudiants extraterrestres qui s'étaient évanouis de stress.
Où est le cadet Morrison? Demanda Lisa, balayant les écrans. Zentar vérifia son système de suivi. Tous les étudiants portaient des badges de localisation pour leur sécurité. Son signal indique le pont 12, section C. Lisa sentit son estomac se nouer. C'est là que nous avons détecté la brèche. Quoi? Zentar se retourna, ses 9 griffes claquant contre les panneaux de contrôle. Pourquoi irait-il là-bas? Lisa se dirigeait déjà vers la porte. Parce qu'il est humain, et les humains n'ont pas toujours de sens. Elle saisit un appareil de communication et tenta de contacter Jake directement. Morrison, ici la commandante Brooks, répondez immédiatement. Seul du grésillement lui revint dans le haut-parleur. La créature doit brouiller les communications dans cette zone, dit Zentar. Elle ne veut pas que sa proie appelle à l'aide. La colère montait dans la poitrine de Lisa. Jake était sous son commandement, sa responsabilité. Elle l'avait amené à cette académie pour qu'il apprenne et grandisse, pas pour qu'il devienne la nourriture d'un monstre légendaire. « Je monte là-haut », annonça-t-elle. « Absolument pas », répondit Zentar fermement. « Je ne peux pas perdre l'officier de liaison militaire humain. Votre peuple nous déclarerait la guerre. Mon peuple déclarera la guerre si je laisse Jake mourir sans essayer de l'aider. » Zentar y réfléchit. Son espèce valorisait l'honneur et le courage par-dessus la sécurité personnelle. Finalement, il hocha la tête. Prenez une équipe de sécurité complète. Armes lourdes, scanner quantique, tout ce que nous avons. Lisa secoua la tête. Trop lent, trop bruyant. Cette chose, la griffe ombre, est censée être intelligente, n'est-ce pas? Elle entendra une équipe entière arriver et disparaîtra. Alors que suggérez-vous? J'y vais seule, rapide et discrète. Zentar émit un son grinçant que Lisa avait appris à interpréter comme un fort désaccord. La griffe ombre a tué des assassins entraînés, des gardes royaux et des commandants militaires. Vous êtes courageuse, mais vous n'êtes pas immortelle. Peut-être pas, dit Lisa, vérifiant son arme de poing. Mais je suis humaine, et apparemment, ça signifie quelque chose par ici. Elle quitta le centre de sécurité avant que Zentar ne puisse l'arrêter. Les couloirs étaient en vide, à l'exception des systèmes automatisés et d'une patrouille de sécurité occasionnelle. Lisa se déplaçait rapidement, mais avec prudence, empruntant des itinéraires qu'elle avait mémorisés pendant sa première semaine à l'académie. L'ascenseur menant au pont 12 était signalé par des panneaux d'avertissement et du ruban adhésif d'urgence. Lisa les ignora et appela l'ascenseur. Pendant qu'elle attendait, elle pensa à Jake Morrison. C'était un bon gamin, pas le plus intelligent ni le plus fort de sa classe, mais constant et fiable. Il ne se plaignait jamais des regards étranges ou des conversations murmurées. Il faisait simplement son travail et essayait d'apprendre tout ce qu'il pouvait. Lisa l'avait recommandé pour le programme d'échange parce qu'il représentait le meilleur de la nature humaine. Calme sous la pression, adaptable et capable de trouver de l'humour dans des situations difficiles. Maintenant, ces mêmes qualités pourraient le faire tuer. L'ascenseur arriva et Lisa entra. « Pont 12, dit-elle. « Êtes-vous certaine ?» demanda l'ordinateur. « Il y a une menace confirmée sur le pont 12. »« J'en suis certaine. » L'ascenseur monta en douceur. Lisa vérifia de nouveau son arme et passa en revue ce qu'elle savait de la griffe ombre. Elle était rapide, forte et pouvait traverser la matière solide. Ses griffes portaient une toxine paralysante, efficace sur la plupart des espèces connues. Elle préférait tuer silencieusement, utilisant la peur et la furtivité pour dérouter ses victimes. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler un couloir sombre éclairé seulement par les lumières d'urgence. Lisa sortit prudemment, son arme prête. Le silence était total, à l'exception des alarmes lointaines. Aucun pas, aucune voix, aucun son normal de vie. Même le système de recyclage de l'air semblait atténué. Lisa activa son communicateur et tenta de joindre le centre de sécurité. Seul du grésillement lui répondit. Elle commença à se diriger vers les quartiers étudiants, où se trouvait la chambre de Jake. Sa formation lui disait d'avancer lentement et de vérifier chaque recoin, mais son inquiétude pour Jake lui donnait envie de courir. À mi-chemin du couloir, elle trouva le premier corps,
L'officier de sécurité Kraft gisait étendu sur le sol du couloir. Son arme énergétique était toujours dans sa main, inutilisée. Ses 6 yeux fixaient le vide et sa respiration était faible mais régulière. Lisa s'agenouilla à ses côtés et vérifia les blessures. Aucune blessure visible, mais ses pupilles étaient dilatées et ses muscles complètement relâchés. Paralysata, elle se leva et poursuivit son chemin dans le couloir. 2 autres agents de sécurité gisaient dans un état similaire près d'une intersection, tous paralysés mais vivants, leurs armes intactes. Le Shadowclaw jouait visiblement avec eux. Il aurait pu les abattre sans effort, mais il s'était contenté de les écarter du combat. Lisa se demanda si c'était un acte de miséricorde ou de cruauté. Au coin suivant, elle entendit des voix humaines. Elle s'approcha prudemment du son. Jake Morrison se tenait au milieu du couloir, parlant à quelque chose que Lisa ne pouvait pas voir. « Alors, tu es comme un ninja de l'espace, » disait Jake. « C'est plutôt cool en fait. Faut-il s'entraîner longtemps pour apprendre à marcher sur les murs ?» Lisa s'approcha à pas feutrés, blottie dans l'ombre. Elle put enfin distinguer l'interlocuteur de Jake. Le Shadowclaw était aussi terrifiant que les légendes le décrivaient. 2,40 mètres de haut, une peau noire qui semblait absorber la lumière, des griffes plus longues que les doigts de Lisa, dégoulinant de venin qui crépitait en touchant le sol. Ses yeux brillaient comme des étoiles rouges, et l'air autour de lui paraissait plus froid. Mais quelque chose clochait dans cette scène. Le Shadowclaw n'attaquait pas. Il se tenait là, visiblement perplexe, tandis que Jake lui parlait comme s'ils s'étaient rencontrés à la terrasse d'un café. Je veux dire, les griffes empoisonnées sont carrément intimidantes, poursuivait Jake. Mais as-tu déjà envisagé d'ajouter une sorte d'arme de projection, comme des shurikens ou autre chose? Tu pourrais garder tes distances tout en ayant l'air effrayant. Le Shadowclaw émit un son semblable à du métal grinçant. Lisa réalisa qu'il tentait de parler. « Tu ne me crains pas ?» demanda la créature d'une voix qui rappelait des rochers dévalant une falaise. « Devrais-je » répliqua Jake, sincèrement curieux. « Je veux dire, tu as l'air dangereux, mais le chien de mon voisin, chez moi aussi. Une fois qu'on connaît quelque chose, ce n'est généralement pas aussi effrayant que ça en a l'air au début. » Lisa observa, stupéfaite, l'assassin le plus redouté de la galaxie, semblant subir une sorte de craquage nerveux. Jake se dirigeait vers sa chambre lorsque la créature surgit du mur juste devant lui. Un instant, il était seul dans le couloir. L'instant d'après, une chose qui ressemblait à un croisement entre une araignée géante et un cauchemar lui bloquait le passage. La créature était incontestablement impressionnante. Une peau noire qui semblait engloutir la lumière, des griffes dégoulinant d'un poison lumineux, et des yeux ardents comme des charbons. Elle resta parfaitement immobile un moment, s'attendant probablement à ce que Jake crie, fuit ou fasse les deux. Au lieu de cela, Jake éclata de rire. Ce n'était pas un rire nerveux, ni le rire gêné de la peur. C'était un rire profond et authentique, celui qui jaillit devant quelque chose d'inopinément amusant. Jake se pencha légèrement, se tenant le ventre tandis que le rire montait. « Oh mon Dieu !» dit-il entre 2 éclats de rire. « Tu ressembles exactement au chat de mon voisin quand il s'énerve à l'heure du bain, juste un peu plus grand et avec plus de griffes. » Le Shadowclaw inclina la tête. Ce n'était manifestement pas la réaction à laquelle il était habitué. « Tu sais, » continua Jake en essuyant des larmes, « Monsieur Moustache fait presque la même tête quand il voit l'eau couler, tout en colère et dramatique. Ma sœur Kate ne me croirait jamais sans une photo. » Jake sortit son communicateur et le tendit. « Ça vous dérange si je prends une photo? La lumière n'est pas terrible, mais je pense que je peux prendre un bon cliché. » Le Shadowclaw émit un son comme du métal raclant la pierre. « Vous souhaitez capturer mon image? » « Si ça vous convient, » dit Jake poliment. « Je ne veux pas être impoli, mais mes amis, chez moi, ne croiront jamais que j'ai rencontré un vrai ninja de l'espace sans preuve. »« Ninja de l'espace ?» répéta la créature. « C'est ce que vous êtes, n'est-ce pas? Vous pouvez traverser les murs. Vous avez ces griffes cool. Vous vous faufilez dans l'obscurité. Un classique du ninja, mais dans l'espace.
Le Shadow Claw se redressa à toute sa hauteur de 2,40 mètres. Je suis le Shadow Claw, porteur de mort, destructeur de lignées, le cauchemar qui rôde dans l'obscurité entre les étoiles. Jake hocha la tête, appréciateur. C'est un très bon titre, très dramatique. L'avez-vous trouvé vous-même ou avez-vous une sorte d'équipe de marketing? Une équipe de marketing. Vous savez, des gens qui vous aident avec votre image et votre marque. Parce que toute cette histoire de cauchemar qui rôde dans l'obscurité, c'est vraiment accrocheur, très mémorable. Le Shadow Claw resta silencieux un long moment, ses yeux lumineux légèrement estompés. « Vous n'avez pas peur, dit-il finalement. « Devrais-je l'être » demanda Jake. « Je veux dire, vous avez l'air dangereux, mais beaucoup de choses le sont. Mon oncle Rick travaille avec des tigres, et il pourrait certainement le tuer, mais la plupart du temps, ils veulent juste de la nourriture et un endroit pour dormir. J'ai tué des rois. Les rois peuvent être assez fragiles, acquiesça Jake. Sans offense aux rois que vous connaissez personnellement, mais la plupart d'entre eux grandissent dans des palais et n'ont jamais à faire face à de vrais problèmes. Maintenant, si vous aviez tué un fermier de l'Iowa, ça, ce serait impressionnant. Ces gars-là sont coriaces. Les griffes du Shadow Claw s'allongèrent encore, laissant davantage de poison s'égoutter sur le sol. J'ai détruit des familles entières. Ça a l'air d'être beaucoup de travail, dit Jake avec sympathie. Très chronophage. Avez-vous des avantages sociaux pour ce travail? Parce que tout ce poison n'est probablement pas excellent pour votre santé à long terme. Mes griffes portent une neurotoxine qui paralyse tout être vivant. Jake se pencha pour examiner les griffes. Génial. C'est comme un venin de serpent, ou plutôt à base chimique. Mon cousin Danny s'est fait mordre par un serpent à sonnette une fois. Son bras a beaucoup enflé, mais il s'en est remis après l'antidote. Cela fonctionne sur toutes les espèces de la galaxie. Toutes les espèces? Demanda Jake. C'est incroyable. Et les humains? Je ne crois pas que quiconque l'ait déjà testé sur des humains. Le Shadow Claw marqua une pause. Non, les humains sont nouveaux dans la communauté galactique, mais ça marchera. Ça doit marcher. Peut-être, dit Jake. Mais les humains sont assez bizarres biologiquement. Nous buvons du poison pour le plaisir. Poison, l'alcool. C'est techniquement du poison, mais nous aimons l'effet que ça nous fait. Mon grand-père buvait un truc appelé moonshine, qui pouvait probablement nettoyer des pièces de moteur. Le Shadow Claw commençait à avoir l'air confus. Vous consommez des toxines volontairement. Bien sûr, le café est techniquement une drogue. Le chocolat contient de la caféine. Les piments forts causent une douleur réelle, mais nous les mangeons quand même. Nous sommes un peu bizarres de ce côté-là. La créature tenta une approche différente. Elle commença à se matérialiser et se dématérialiser à travers la matière solide, traversant le mur et revenant. D'accord, ça, c'est vraiment cool, dit Jake, vraiment impressionné. Comment ça marche? C'est comme une histoire de fréquence, où vous vibrez entre les dimensions, ou plutôt un changement de structure moléculaire. Vous souhaitez comprendre mes capacités? Bien sûr, je veux dire, c'est une technologie incroyable. Ou est-ce biologique? Quoi qu'il en soit, c'est fascinant. Nous avons des films de science-fiction sur des trucs comme ça, mais le voir en personne, c'est incroyable. Le Shadow Claw se solidifia complètement et fixa Jake. Vous trouvez mes pouvoirs intéressants? Absolument. Je parie que vous pourriez traverser des coffres-forts de banque et tout ça. Non pas que je suggère quoi que ce soit d'illégal, ajouta Jake rapidement. Mais les applications pratiques sont infinies. Vous pourriez être le sauveteur ultime. Sauveteur? Vous savez, quand des gens sont piégés dans des bâtiments effondrés ou des éboulements, vous pourriez traverser les débris et les aider à s'échapper. Ça sauverait beaucoup de vies. Le Shadow Claw s'assit lourdement sur le sol. Pour un assassin légendaire, il semblait soudain très fatigué. En tous mes siècles d'existence, dit-il lentement, personne ne m'a jamais suggéré de sauver des vies. Eh bien, vous n'avez probablement jamais rencontré les bonnes personnes, dit Jake. La plupart des gens sont plutôt raisonnables une fois qu'on les connaît. Vous voulez voir quelques photos de ma famille? J'ai des photos sur mon communicateur. Avant que le Shadow Claw ne puisse répondre, Jake s'assit sur le sol en face de lui et commença à faire défiler son appareil. Voici ma sœur Kate. Elle étudie pour devenir vétérinaire. Et voici mon cousin Danny.
celui avec la morsure de serpent. Il dirige un atelier de réparation automobile maintenant. Oh, et voici Monsieur Moustache, le chat dont je vous parlais. Jake tendit le communicateur pour montrer une photo d'un chat tigré roux avec une expression extrêmement renfrognée. Le Shadow Claw se pencha pour regarder l'image. Cette créature, elle ressemble effectivement à ma posture lorsque je me prépare à frapper, n'est-ce pas? Je savais que vous le verriez. Kate dit toujours que Monsieur Moustache a l'âme d'un guerrier piégé dans le corps d'un chat domestique. Le Shadow Claw émit un son qui aurait pu être un rire ou une indigestion. C'était difficile à dire. Votre famille semble agréable, dit la créature. Ils sont vraiment super, acquiesça Jake. Vous devriez les rencontrer un jour. Kate adorerait entendre parler de vos griffes empoisonnées. Elle est vraiment intéressée par la biologie animale et les toxines. Le Shadow Claw regarda autour de lui dans le couloir vide, puis revint à Jake. Personne ne m'a jamais invité à rencontrer sa famille, dit-il doucement. La commandante Lisa Brooks observait depuis le coin du couloir Jake Morrison pour suivre sa conversation avec l'assassin le plus redouté de la galaxie. Ce qu'elle voyait défiait chaque manuel militaire et chaque guide tactique qu'elle avait jamais étudié. Le Shadow Claw, une créature qui avait renversé des gouvernements et exterminé des lignées, était assis par terre, l'air déprimé, tandis que Jake lui montrait des photos sur son communicateur. « Et ça, c'est l'été dernier quand nous sommes allés camper, » disait Jake. « C'est mon oncle Rick qui apprend à mon neveu à pêcher. Tu vois ce truc en arrière-plan qui ressemble à un ours? C'est vraiment un ours. »« Un ours ?» demanda le Shadow Claw. « Un gros prédateur à fourrure. À peu près de votre taille, mais avec plus de dents et un pire caractère. Ils s'aventurent parfois dans notre camp à la recherche de nourriture. Que faites-vous quand ces ours attaquent? Généralement, on fait juste du bruit et ils s'en vont. Si ça ne marche pas, tu fais le mort ou tu te bats, selon le type d'ours. Les ours noirs sont essentiellement de gros chiens, mais les grizzlies te démoliront si tu ne fais pas attention. Le Shadow Claw se pencha plus près de l'écran du communicateur. Et votre famille rencontre ces créatures régulièrement? Pendant la saison du camping, bien sûr. Mon cousin Danny lui avait même asséné un coup de poing sur le nez, une fois que l'ours avait tenté d'atteindre sa glacière. L'animal fut plus stupéfait que blessé. Ton cousin a frappé physiquement une bête prédatrice pour défendre des provisions de nourriture. « Eh bien, c'était de la bonne bière, » répondit Jake d'un ton raisonnable, et Danny l'attendait avec impatience toute la semaine. La griffe d'ombre émit à nouveau ce son grinçant. Lisa réalisa que cette fois-ci, c'était clairement un rire. « Votre espèce est remarquable, » dit la créature. « J'ai étudié les capacités de combat de centaines de races. Aucune d'elles ne s'affronterait négligemment à des prédateurs dominants pour des boissons récréatives. Nous ne devrions probablement pas, admit Jake, mais parfois, on agit sans réfléchir. Ma grand-mère disait toujours que les humains sont trop têtus pour savoir quand ils devraient avoir peur. Votre grand-mère semble sage. Elle était plutôt intelligente. Elle faisait la meilleure tarte aux pommes de 3 comtés et pouvait jurer comme un marin quand elle était en colère. Elle vous aurait plu. Lisa décida que cela avait assez duré. Elle contourna le coin, son arme baissée, mais prête. « Morrison », appela-t-elle. « Tout va bien ?» Jake leva les yeux, son expression habituelle de calme. « Oh, salut, commandant Brooks, je discutais juste avec... » Il marqua une pause et regarda la griffe d'ombre. « Je n'ai jamais demandé votre nom. Avez-vous un nom ordinaire ou seulement le titre de griffe d'ombre ?» La créature se tourna vers Lisa et elle sentit son souffle se couper. Même assise, elle dégageait un danger comme la chaleur d'un feu. Mais ses yeux n'étaient pas les braises ardentes de rage qu'elle attendait. Ils semblaient confus et peut-être un peu tristes. « Je suis appelée la griffe d'ombre, » dit-elle lentement. « Je n'ai pas utilisé d'autre nom depuis de nombreux siècles. »« C'est un peu triste, » dit Jake. « Tout le monde devrait avoir un nom ordinaire. Que diriez-vous de Shadow ? C'est simple et ça sonne toujours cool. »« Shadow », répéta la créature comme pour tester la sensation du mot. Lisa garda son arme prête, mais ne la visa pas. Quelque chose de très étrange se produisait.
et son instinct lui disait que tirer ne ferait qu'empirer les choses. « Commandant, dit Jake, Shadow me racontait comment fonctionne le métier d'assassin. C'est en fait assez intéressant du point de vue du développement professionnel. »« Métier d'assassin » répéta Lisa. « Eh bien, Shadow est manifestement doué pour l'infiltration et le combat, expliqua Jake. Mais le marché du travail pour les assassins est probablement assez limité. Je pensais qu'il pourrait y avoir d'autres options de carrière. » La griffe d'ombre hocha la tête avec enthousiasme. « L'humain suggère que je pourrais faire du travail de recherche et sauvetage. Utiliser mes capacités de phase pour aider les individus piégés. » Lisa fixa les deux. « Vous donnez des conseils de carrière à un tueur légendaire ?»« Ancien tueur, » corrigea Jake. « Shadow envisage un changement de carrière, n'est-ce pas ?» Shadow sembla incertain. « Oui, peut-être. Le travail est devenu moins satisfaisant au fil des siècles. »« Moi, » dit Jake. « Tout le monde a besoin d'un changement de rythme parfois. Mon voisin est passé de la comptabilité à la gestion d'un food truck et adore ça. » Le communicateur de Lisa s'anima avec un grésillement. « Commandant Brooks, ici Xantar 9 Close. Quel était votre statut ?» Lisa regarda Jake et Shadow, qui la regardaient tous deux avec attente. « La situation est sous contrôle, » dit-elle finalement. « Avez-vous éliminé la menace ?» Lisa réfléchit attentivement à sa réponse. « Je suis en pourparlers avec l'individu en question. »« Négocier, commandant ?»« La griffe d'ombre ne négocie pas, elle tue. »« Eh bien, dit Lisa, apparemment, elle fait aussi du conseil en carrière maintenant. » Des grésillements se firent entendre dans le communicateur pendant plusieurs secondes. « Avez-vous dit conseil en carrière ?» La voix de Ktar était tendue. « Affirmatif. Morrison a convaincu la griffe d'ombre d'envisager d'autres options d'emploi. » Plus de grésillements puis. « J'envoie des équipes médicales à votre position. Vous avez peut-être subi un traumatisme crânien. »« Négatif pour les équipes médicales, » dit rapidement Lisa. « Mais vous pourriez vouloir envoyer quelqu'un des ressources humaines. Nous pourrions avoir une nouvelle embauche. » Jake se leva et tendit la main à Shadow. « Viens, laisse-moi te présenter mes amis. Steve est pilote, Pete est ingénieur, et Amy en sait beaucoup sur la médecine. Ils pourront probablement te donner plus d'idées de carrière. » Shadow se leva lentement, dominant les deux humains. Ses griffes se rétractèrent légèrement, et la lueur dans ses yeux s'atténua en un rouge plus doux. « Vous souhaitez réellement que je rencontre vos compagnons ?»« Bien sûr, » dit Jake. « Ils jouent probablement encore aux cartes dans la salle de jeu. Petit avertissement cependant, Pete triche, mais nous le laissons faire parce qu'il apporte de bonnes collations. » Alors qu'ils marchaient ensemble dans le couloir, Lisa se mit à leurs pas. Elle gardait son arme prête, mais quelque chose lui disait qu'elle n'en aurait pas besoin. « Shadow, » disait Jake, « attends de voir la nourriture de la cafétéria. La cuisine prépare ce chili incroyable qui est en fait assez fort pour être dangereux. La plupart des étudiants extraterrestres ne peuvent même pas le sentir sans tomber malade. Vous trouvez la nourriture dangereuse attrayante ? Oh oui, il y a un endroit chez moi qui fait des hamburgers tellement épicés qu'il faut signer une décharge avant de pouvoir les commander. C'est comme un défi. » Shadow fit son rire grinçant. « Les humains sont vraiment l'espèce la plus étrange de la galaxie. »« Merci, » dit Jake, le prenant comme un compliment. Au moment où ils atteignirent la salle de jeu, la nouvelle s'était, on ne sait comment, répandue à travers le système de communication de l'académie. Étudiants et personnel bordèrent les couloirs, regardant avec étonnement Jake Morrison marcher calmement aux côtés de la griffe d'ombre, discutant de variétés de sauces piquantes et de recettes de famille. Steve Warner leva les yeux de sa partie de cartes quand ils entrèrent dans la pièce. « Salut Jake, qui est ton ami ?»« C'est Shadow, » dit Jake. « Shadow, voici Steve, Pete et Amy. » Shadow agita maladroitement une main griffue. « Salutations. Je suis un ancien assassin à la recherche de nouvelles opportunités d'emploi. » Pete laissa tomber ses cartes. Amy cligna des yeux plusieurs fois. Steve se contenta de hocher la tête. « Cool, » dit Steve. « Tu veux jouer au poker ?»« Nous jouons pour des collations, donc les enjeux sont assez faibles. » Shadow s'assit prudemment à la table. « Je n'ai jamais joué au poker. »« C'est facile, » dit Amy.
distribuant déjà les cartes. L'idée de base est de convaincre tout le monde que tu as de meilleures cartes que tu n'en as réellement. La tromperie et la désinformation, dit pensivement Shadow. Je connais bien ces concepts. Parfait, dit Pete. N'oublie pas que Jake bluffe toujours quand il touche son nez et que Steve siffle quand il a une bonne main. Hé, protesta Steve. Ne donne pas nos tels. Shadow ramassa ses cartes avec une délicatesse surprenante, veillant à ne pas les abîmer avec ses griffes. C'est très agréable, dit-il après quelques mains. Beaucoup plus plaisant que mon occupation précédente. La plupart des boulots sont mieux que l'assassinat, fit remarquer Amy. Oui, acquiesça Shadow. Je commence à le comprendre. Jake gagna la main suivante avec une paire de 3 et un sourire confiant. Alors qu'il ramassait ses gains, un paquet de biscuits et une sorte de fruit extraterrestre, il regarda ses amis. « Vous savez, dit-il, c'est peut-être le meilleur jour que j'ai eu depuis que je suis à l'académie. » Shadow fit son rire grinçant, et même Lisa se mit à sourire. Dehors, dans les couloirs, étudiants et personnel extraterrestre continuèrent de se rassembler, tentant de comprendre comment un humain avait transformé l'assassin le plus redouté de la galaxie en un joueur de poker souffrant d'anxiété professionnelle. La réponse, comme pour la plupart des choses impliquant les humains, était étonnamment simple. Parfois, la meilleure façon de gérer un monstre est de le traiter comme une personne et de voir ce qui se passe.